Bonjour à tous et soyez les bienvenus dans cette nouvelle édition de votre journal de 15 heures, dont tels sont les faits saillants. Le président de la République a officiellement lancé ce matin la Fondation Droit au logement pour tous. Et le président de la République a reçu une délégation des parlementaires allemands. En Hongrie, échec du référendum anti-réfugiés. Vous en saurez tout dans cette édition. Et nous entamons cette édition par ces informations sur les activités du chef de l'État. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a présidé ce matin une grande cérémonie à Belbala Sud pour le lancement des activités de la Fondation Le Droit au Logement. La création de cette fondation a été lancée lors de la tenue du dernier Conseil de ministres que le chef de l'État a lui-même présidé. Pour ce faire, le président a procédé à la pose de la première pierre d'un projet de construction de logements sociaux à Belbala Sud. Fondation créée par le chef de l'État, les Djiboutiens aux revenus plus modestes, les plus démunis seront propriétaires donc. Cette cérémonie a vu notamment la présence de nombreux officiels aux représentants des grandes sociétés de la place qui vont contribuer au soutien de ce projet droit au logement. Et la mission de la fondation créée par le chef de l'État pour les Djiboutiens aux revenus modestes, comme vous le voyez sur les images. Toujours dans l'actualité, le président de la République a par ailleurs reçu en fin de matinée une délégation parlementaire allemande. Cette rencontre s'est déroulée au palais présidentiel. La délégation a été introduite auprès du chef de l'État par le ministre de la Défense chargé des relations avec le Parlement, Ali Hassan Bahdon. La délégation allemande a été conduite par le député Dagmar Wold. Les discussions entre les membres de la délégation et le président ont essentiellement porté sur la coopération bilatérale et les relations entre les deux pays et les deux peuples. À cet effet, écoutons donc un extrait de représentant de la délégation allemande. Wir haben ein sehr breites Spektrum besprochen. Nous avons abordé un large éventail de questions. Monsieur le Président a pris beaucoup de temps pour cet entretien. Nous avons parlé des questions aussi variées que la question sécuritaire jusqu'à la création de l'emploi. Il était important également pour nous de dire merci au nom de l'État allemand pour l'engagement de Djibouti dans le combat contre le terrorisme et de souligner également l'importance de la position géostratégique de Djibouti. Une autre question importante était les possibilités pour l'Allemagne d'appuyer à l'avenir Djibouti dans le développement, et une des questions clés ici était celle de la formation professionnelle. Toujours en nouvelle nationale, une réunion de travail concernant le transport en commun a lieu donc ce matin à la salle de réunion du ministère de l'Équipement et des Transports. Cette rencontre avait pour but de discuter d'un projet de texte proposé par le ministère de l'Équipement et des Transports et portant définition des circuits de déplacement urbain pour l'agglomération de Djibouti-Ville.
Était donc présent à cette réunion le secrétaire général du ministère de l'équipement et des transports, le directeur des transports et ses collaborateurs, le maire de Djibouti, le préfet de la ville de Djibouti, un représentant de la police nationale, le président de la société de transport en commun, ainsi que le président de la société NBC Transport. À savoir le préfet, le maire de la ville de Djibouti, les sociétés de transport, le syndicat des bus et minibus, le ministère du Transport dans sa globalité en ce qui concerne la direction du transport terrestre, concernait un sujet qui tient à cœur actuellement l'ensemble du gouvernement, pour lequel il y a eu d'ailleurs plusieurs réunions au niveau de la primature et qui concerne la définition, la redéfinition des circuits, des bus et minibus dans le cadre du transport en commun. Et donc aujourd'hui, le sujet concerné effectivement d'analyser, d'enrichir le projet de texte concernant les circuits des bus et minibus proposés par le ministère du Transport et l'ensemble des parties prenantes nous aider à valider et à porter leur point de vue avant que ce document juridique ne soit transmis à la primature pour être présenté à un interministériel. L'Institut djiboutien des arts, autrement dit l'IDA, a ouvert ce matin ses portes pour la rentrée des classes 2016-2017. Et c'est le ministre des Affaires musulmanes, de la Culture et des Biens Waqf, Moumin Hassan Barre, qui a lancé officiellement cette rentrée des classes. L'IDA assure sur 2 ans une formation en matière d'art, une douzaine de spécialités telles que la maîtrise d'un instrument musical, le théâtre, la peinture ou l'art plastique y sont enseignés. Le directeur de l'IDA, les professeurs et les conseillers techniques ont entouré le ministre Moumin Hassan Barre et le secrétaire général du département des affaires musulmanes de la culture lors de cette rentrée de la reprise des cours. L'Institut djiboutien des arts a été créé en 2016 et fait sortir chaque année une nouvelle promotion de talentueux artistes. Sa 12e promotion va bientôt accueillir des inspecteurs égyptiens qui soumettront à la direction de l'Institut un programme plus élaboré visant à l'étendre pour que l'IDA devienne l'Institut national des arts, mais aussi de la culture également dit. L'IDA deviendra l'Institut national des arts et de la culture. À cet affilé, dans une réaction faite à la presse, le ministre s'est déclaré ravi de la mission confiée à l'IDA et du travail accompli tout au long de ces 12 ans d'existence de l'Institut. Il a exhorté notamment les responsables d'englober l'art dans la culture en général. Moumin Hassan Barre a promis également que son département ne ménagera aucun effort pour renforcer l'Institut afin qu'il forme de plus en plus de jeunes en matière de théâtre, de peinture, de musique et en art plastique. Il a aussi félicité tous ceux qui travaillent à l'Institut. Toujours en nouvelle nationale, le Haut Commissariat aux droits de l'homme et de la Commission nationale des droits de l'homme ont organisé ce matin au Sheraton Hotel un atelier sur le standard international en matière d'usage de la force et des règles minima en matière de traitement des détenus. Cet atelier a été présidé par le président de la CNDH, Suleiman Omar, et le secrétaire général de la CNDH, Jibril Ousmane Ofane. Cet atelier devra durer 3 jours. Était présent donc à l'ouverture de cet atelier de formation le représentant général de la Commission africaine des droits de l'homme, Idriss Khan,
et un expert de l'Afrique du Sud ainsi que des représentants militaires, policiers et gendarmes qui y participent également. Ces travaux portent essentiellement sur les instruments internationaux et les mécanismes universels en matière de protection et des personnes soumises à la détention et à l'emprisonnement. Un document filmé sur les principes de droits de l'homme a été projeté en début de travaux. Enfin, tous les participants se sont réjouis de la tenue de cette formation. Écoutons donc à cet effet les propos du secrétaire général de la Commission nationale des droits de l'homme. Et à l'examen universel périodique, mais également une formation à l'attention des organisations de la société civile. Le Bureau régional du Haut-Commissariat des Nations Unies, le ministère de la Justice, le Bureau de la coordinatrice des Nations Unies et la Commission nationale des droits de l'homme ont signé en juin 2014 un programme conjoint dans le cadre du programme des Nations Unies d'assistance technique au développement pour la République de Djibouti. Passons à l'actualité internationale pour commencer en Grande-Bretagne. Le Premier ministre du Royaume-Uni, Mme Theresa May, a annoncé hier que son gouvernement entamera des négociations de sortie de l'Union européenne fin mars 2017. Et ces négociations pourraient durer 2 ans, jour pour jour, afin que s'achève en 2019, ce qui semble ne pas trop satisfaire certains défenseurs de la ligne dure de l'Union européenne qui craignent qu'en aménageant Londres, on risque de voir d'autres pays lui entamer le pas. Et c'est qu'a annoncé hier la chef du gouvernement Theresa May, contrairement signifie que Londres déclenchera l'article 50 du traité de Lisbonne qui prévoit le retrait volontaire et unilatéral d'un État membre après le premier trimestre 2017. Intervenant à la BBC, Theresa May n'a cependant pas voulu entrer dans les détails. L'Union européenne, maintenant notre timing, a-t-elle indiqué, nous allons ainsi pouvoir engager un travail préparatoire de sorte que le processus de négociation se déroule sans heurts. Ma volonté, a-t-elle dit, d'obtenir un accord juste sur le commerce et des biens, des services, que les différents secteurs d'activité nous disent quelles sont leurs priorités, a-t-elle ajouté. Ce flux ne satisfait ni les partenaires, ni même les rupture radicale de l'Union européenne, ni ceux défendant une ligne souple, qu'il soit à Londres ou à Bruxelles. À Bruxelles, on s'attend à des négociations difficiles. De plus en plus, l'Union européenne craint que le Royaume-Uni ne fasse choix d'une sortie dure de l'Union européenne. Paris, Berlin ont fait passer des messages fermes d'accord pour laisser à Londres un petit peu de temps pour définir une stratégie, mais pas question d'attendre trop. Pour eux, c'est pas question pour que la procédure de divorce dure 2 ans. Et il serait inimaginable que cette sortie soit pas achevée au printemps 2017. Londres sait que sa marge de négociation est très difficile. Si elle veut limiter l'immigration, le pas n'aura pas de succès aux accès marché intérieur européen. De leur côté, les Européens savent qu'ils ont beaucoup à perdre s'ils font trop de concessions à Londres et c'est l'attrait pour l'Union qui risque d'être sérieusement entamé. La Commission européenne a enfin désigné le Français Michel Barnier pour mener l'équipe qui négocierait avec les Britanniques. Et en Hongrie, qui s'est dirigé vers un parti d'extrême droite suite au justement près du processus engagé entre Londres et Bruxelles sur une sortie de l'Union européenne. Budapest entend dénoncer certains accords signés avec l'Union européenne au sujet d'un partage du nombre d'immigrés à accueillir pour chaque pays européen. Pour ce faire, un référendum a été organisé hier afin d'outrepasser les accords signés avec l'Union européenne. Mais ce référendum anti-réfugiés a été un échec. Moins de 50% du nombre de votants se sont prononcés contre. Et pour finir, nous allons en Amérique latine cette fois, où l'accord de paix entre notamment
Les Colombiens ont rejeté la paix avec la guérilla des FARC lors du référendum sur l'accord visant à mettre fin à 52 ans de conflit. Un camouflet pour le président Juan Manuel Santos. Les Colombiens ont donc rejeté hier 2 octobre l'accord de paix signé avec les FARC et les forces révolutionnaires de Colombie, ce qui prolonge le pays dans une incertitude et l'inflige une défaite majeure au président Juan Manuel de Santos. Cette victoire surprise du nom douche les espoirs de la communauté internationale qui avait salué à l'unanimité la Maison-Blanche ou le Vatican la fin de 52 années de conflit armé. C'est tout pour cette édition, mais restez avec nous dans quelques instants. C'est l'heure ce sera le focus avec Hussein Aouled. Pour cette seconde partie consacrée au focus, avec nous sur ce plateau, non Hussein Aouled, mais Idriss Adota. Bonjour Idriss. Bonjour. Dans ce focus, tu nous vas nous parler d'un prix Nobel, un japonais. Et qui est-il et que fait-il? Merci beaucoup pour votre question, Fardous. Bonjour d'abord. Les prix Nobel des médecines a été attribué aux Japonais, aux chineries, aux chimies pour ses recherches sur l'autophagie, cruciale pour comprendre les renouvellements des cellules, les vieillissements et la réponse du corps à la faim et aux infections. Né à Fukuoka, Oshiri Oshimi, 71 ans, a obtenu son doctorat en 1964 de l'Université de Tokyo. Après 3 ans à l'université Rockefeller de New York, il est revenu dans la capitale nippone pour créer son propre laboratoire. Depuis 2008 et 2009, il est professeur à l'Institut de technologie de Tokyo. Il était un peu surpris à rencontrer le secrétaire du jury Thomas Perlman qui lui a téléphoné avant l'annonce. Faut savoir que le diplôme et la médaille Nobel sont assortis d'une récompense de 8 millions de couronnes suédoises, environ 834 000 euros. Merci. Et cet accident tragique de Song. Dans la partie sport qui est tragique, l'ancien capitaine de l'équipe nationale de football du Cameroun, Rigobert Song, 40 ans, a été victime hier d'un accident vasculaire cérébral et s'est trouvé ce lundi matin dans le coma. Il est dans un état coma après avoir été frappé hier par un accident vasculaire toujours cérébral à domicile chez lui à Yaoundé. L'actuel sélectionneur de l'équipe A du Cameroun a été admis au centre des urgences de Yaoundé. Son état est préoccupant et les pouvoirs publics envisagent une évacuation sanitaire lundi par aéronef médicalisé selon la CRTV. La destination n'a pas été encore précisée. Je te souhaite beaucoup de courage et un prompt rétablissement. Grand frère a réagi sur sa page Facebook à la star camerounaise à Samuel Eto'o qui a été pendant plusieurs années les coéquipiers des Song en sélection nationale. Emblématique capitaine des Lions indomptables, Magnon, son surnom, détient les records des participants à la Coupe d'Afrique des Nations, 36 matchs et 8 éditions. Totalisant 137 sélections, il a également disputé 4 phases finales du Coupe du Monde, 1994, 1998, 2010 et 2010. Au club, Song a notamment joué en France, à Metz et à Lens, en Angleterre à Liverpool et en Turquie à Galatasaray et Trabzonspor. Merci Idriss pour ces précisions. Merci à vous qui nous suivez. Prochain rendez-vous avec l'actualité, 22h. D'ici là, portez-vous bien.